Cancel. Cette semaine, on se demande si TikTok est pas en train de changer la manière dont on parle. On se dit que les milléniaux ont peut-être poussé la devise « fake it till you make it » un petit peu trop loin. Puis apparemment, les jeunes boivent moins. Notre collègue Antonia s'est penchée sur la question, puis on va l'inviter à venir nous en parler. Bienvenue au Balado Urbania, où chaque semaine, on vous présente des histoires que vous avez peut-être pas vues passer, mais qui font réfléchir autant que ce qui fait la une. Moi, c'est Gab, et depuis que je sors avec une fille du Saguenay, je commence à pogner son accent et ça me fait peur. T'as tellement lu ça drôlement. C'est vrai? Ben moi, c'est Flo, et j'ai étudié dans une école de commerce, fait que fakey, je connais ça. Oui, ça, c'est vrai, t'es excellente. Une Bonne excellente, bullshiteuse. Bravo. Qui commence cette semaine? Ben, je pense que c'est toi. Ah oui, Veux-tu? c'est moi. Oui, ben allons-y. J'y Ok. vais. Florence, aujourd'hui, on parle de poubelle. Ah! Oui. Le mot de l'année 2024, selon le Oxford University Press, c'est brain rot ou pourrissement du cerveau. Wow. Il faut dire que l'utilisation du terme a augmenté de 230 % entre 2023 et 2024. As-tu déjà utilisé ce terme-là, toi? Non, je l'avais même pas lu avant que ça. Ok, c'est ça. Avant de savoir que Eh ça, ben. ça avait été élu. Le terme pourrissement du cerveau décrit la détérioration de l'état mental ou intellectuel qu'on ressent après avoir consommé trop de contenu en ligne de marde, comme des threads Reddit complets de potins de célébrités québécoises ou les reprises douteuses de Michel Furtado sur TikTok. Parmi les autres Pardon, mots Michel. sélectionnés pour intégrer le célèbre dictionnaire Oxford au cours des dernières années, on note sudoku, Oui. empreinte carbone, vape et l'emoji qui pleure de rire en 2015. Du côté du Larousse, l'an passé, on avait introduit les mots mégenré, éco-anxiété et instagrammable. Ah ouais. Mais comment un mot arrive dans le dictionnaire? J'ai fait des petites recherches là-dessus. Les nouveaux mots apparaissent souvent dans des sous-cultures, des communautés en ligne ou des milieux spécifiques comme les sciences ou la technologie. Ensuite, ils sont diffusés dans la société parce que plus on entend un mot souvent, plus les gens vont commencer à l'utiliser. Et enfin, le mot va être intégré officiellement dans les dictionnaires, ce qui va le rendre plus légitime aux yeux des autorités linguistiques et donc de la société. Mais l'affaire en ce moment, c'est qu'on se rappelle que les nouveaux mots qui arrivent dans notre vocabulaire partent souvent de la culture populaire ou des gens. Mais en ce moment, la culture populaire se trouve beaucoup sur les réseaux sociaux. Certains des mots dont je parlais tantôt existent parfois juste dans des contenus en ligne, genre l'emoji qui pleure de rire. Ouais. Mais si t'es pas en ligne, que tu consultes pas Internet, que t'es comme une personne âgée qui lit encore le journal papier, est-ce que tu manques un pan de la société? Si tu ne vois pas l'emoji qui pleure de rire. On est-tu en train de devenir des Sims, Flo? Des Sims, c'est un peu mon rêve. Ben, notre collègue Malia a fait un article intéressant là-dessus, puis je vous invite à aller lire, mais tous les autres termes finalistes de cette année, là, qui ont failli être nommés mots de l'année par le Oxford, il y avait demure, comme dans la vidéo Very Demure, Very Mindful. Ouais. Slop, est-ce que tu sais c'est quoi? Ça, je les connais pas. C'est du contenu cheap généré par l'IA. Genre, tu sais, quand tu vois que c'est une personne avec 6 doigts, là, Oui, t'es oui, comment? oui, oui. C'est C'est looks cheap. mortel, oui. Ou romantasy. Romantasy? Connais-tu le romantasy? Ça, non. C'est un genre littéraire qui mêle romance et fantasy, OK. mais très populaire sur BookTok. Ah ouais. Donc, les courants de lecture sur TikTok. Ah, mais moi, j'adore ça, on dirait, les nouveaux mots qu'on invente, qu'on s'approprie, puis qu'on diffuse partout. Je sais pas, je trouve ça le fun. Mais c'est comme, je trouve que c'est la version grande échelle de ce qu'on fait tous un peu à petite échelle avec nos amis, notre famille. Genre, moi et ma blonde, on aime ça des fois inventer des mots qui font pas de sens, mais que nous, on connaît ça. C'est comme un peu, ça devient un inside, puis ça crée du lien entre les gens, tu sais. Oui, mais à quel moment ces mots-là sont intronisés dans le grand canon du dictionnaire? Tu sais, le Oxford, c'est quand même une... Tu sais, ou le Petit Robert, mettons en français, là, c'est des autorités là, de la littérature. Ouais. Comment qu'on peut décider que demure, cette année, est important? Ou slop? Qu'est-ce qui fait la cote et qu'est-ce qui ne le fait pas? Oui, on dirait, je comprends pas pourquoi ça devient culturellement important. Tu sais, mettons, il y a quelques années, on disait YOLO. Ouais. J'imagine c'est peut-être entré dans le dictionnaire, mais les gens n'utilisent plus vraiment ça. Mais c'est-tu important, en fait, qu'est-ce qui est dans le dictionnaire puis qu'est-ce qui l'est pas? J'ai l'impression que c'est comme un peu puriste là, de se dire, si ce mot-là, il vaut vraiment quelque chose s'il est dans le dictionnaire. Ben ça, c'est l'autre affaire dont je voulais parler, c'est que j'ai l'impression que, un peu comme d'habitude, l'anglais est plus lousse que le français. Tu sais, on salue l'Académie française qui est, en tout cas, à mon avis, très en retard. Mais les mots qui ont été intégrés, là, juste retourner voir, dans le Larousse, c'est comme éco-anxiété, mais par exemple, empreinte carbone avait été intronisée dans le Oxford en 2007. Ah ouais? Alors que le Larousse a rentré éco-anxiété l'année passée. C'est quasiment 10 ans de plus. Là. Il y a vraiment un décalage où est-ce que, mettons, la culture anglophone serait plus proche de la culture populaire puis la culture francophone serait plus élitiste, mettons, au niveau du langage? Ben oui, c'est clair. Mais on dirait que je me dis... Je sais pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont très, très à cheval là-dessus. De comme...
Oui, je pense qu'il faut protéger le français, absolument, mais après ça, s'approprier des mots pour faire vivre notre culture, c'est-tu si grave que ça si c'est pas des mots en français? Ah, ben là, ça, c'est un autre débat que les lecteurs et lectrices du Devoir sont On fait plaisir de s'emparer. Oui. Puis la dernière chose qui m'a fait réfléchir là-dessus, c'est que tous les articles que j'ai lus, en fait, j'ai lu beaucoup d'articles sur la fameuse intronisation du terme brain rot, parlaient à des spécialistes du fait que les jeunes consomment trop Internet, puis que c'est pour ça que le terme brain rot est important, parce que les jeunes ne connectent plus avec la vraie vie, passent trop de temps sur leur téléphone cellulaire, bla, 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 bla. C'est tellement une attitude qui me gosse. Ben, c'est ça qui me gossait, moi. Genre, arriver en ville, c'est comme, il est trop tard, c'est la réalité, ça sert à rien d'avoir ce discours-là rendu maintenant, là. Et c'est ça que je voulais dire par la culture est maintenant en ligne. Pour moi, c'est ça qui est important, en fait, dans cette réflexion-là. C'est pas le fait que les jeunes passent trop de temps en ligne puis c'est grave. Puis à cause de ça, leur cerveau se détériore. Ouais, pas juste la culture, là, la politique. On l'a vu avec la campagne de Kamala Harris. Genre, tout se passe sur les réseaux sociaux maintenant. D'ailleurs, je sais pas si les gens l'écoutent ou toi, Gab, tu connais Daphne B? Oui. C'est une grande... Elle parle souvent là, de ça, d'à quel point les politiciens et les autorités en général, ils minimisent l'importance de la culture web, puis qu'ils pensent que c'est des affaires pour les enfants, puis que c'est pas du sérieux, mais comme... Ils en ont besoin. Tout se passe là, maintenant. T'as raison. On conclut là-dessus. Arriver en ville. Arriver sur le web. Oui, TikTok peut pourrir votre cerveau, mais peut aussi l'élever. Tout à fait. À toi, Florence. OK. Gab, cette semaine, j'avais envie de te parler de quelque chose qui a sûrement envahi ton algorithme, toi aussi. Les tops de fin d'année qui te font sentir comme de la marde. Ah non! Non, pas Moi, encore. j'ai eu beaucoup de recettes de pain d'épices. Ah, bon. Mais celui dont je veux te parler aujourd'hui, il est très spécial. Parce qu'il donne pas juste l'impression que tu n'as pas performé ton année, genre que tu n'as pas lu les bons livres ou que tes cadeaux Noël sont poches. Ah oui. Mais aussi que si tu veux te rattraper, il va falloir que tu fasses ça bien vite parce qu'après 30 ans, tu te décomposes. Toi, tu dois le savoir, Gab. Ben moi, j'ai 33 ans, donc je suis déjà pré-morte. Et il n'y a plus aucun accomplissement qui en vaut la peine, si j'ai bien compris. Donc, je parle de la tant attendue liste 30 Under 30 de Forbes, une liste qui en dit beaucoup sur les milléniaux. Oui. C'est une liste qui récompense les 30 talents les plus prometteurs dans 20 domaines différents, comme celui du commerce en ligne, du divertissement, de la santé ou des technologies. C'est bien populaire dans le monde corpo, ce top-là. C'est une liste vraiment controversée pour tellement de raisons que je ne sais même pas par où commencer. Oui. D'abord, il suffit de stalker un petit peu les nommer, je pense que c'est ça qu'on dit. Les nommer, je pense, oui. Pour constater qu'ils sont souvent déjà issus de milieux aisés. Et donc, que les risques professionnels et financiers qui ont pris ont peut-être quelque chose à faire avec la notion de richesse intergénérationnelle. Oui, les fameux entrepreneurs qui prennent des risques, mais le risque, c'est leurs parents qui leur ont donné 2 millions. Ben, Self-Made Woman, Kendall Jenner, nominée dans la catégorie art et style, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Puis, je peux pas passer sous silence l'informe pipeline 30 Under 30 to Prison. Hein? Il y en a qui disent que c'est presque une malédiction de figurer sur la liste, tellement les anciens nommés sont nombreux à avoir fini en prison. En vraie prison? En vraie prison. Je pense en prison cancel. La vraie prison de la vraie vie. Je pense au célèbre fraudeur de la crypto Sam Bankman-Fried qui a joyeusement crossé ses clients de 8 milliards. Wow. Ou encore Elizabeth Holmes, ça c'est bon, c'est la fille qui a levé 400 millions sur une technologie de test sanguin, oups, surprise, qui ne marchait pas. Je suis obsédée. J'ai eu vraiment une obsession pour cette personne et cette histoire. J'ai adoré, j'ai tout aimé. Ce sont nos modèles entrepreneuriaux aujourd'hui. Oui, des crosseurs. What the fuck? Des crosseuses. Soyez inclusifs. Ça concerne tout le monde. Faut aussi souligner que c'est pas les projets de ces personnes-là qui figurent sur la liste. Oh non, ce serait bien trop plate. Mais bien la face dénommée. Le message que ça envoie, c'est un peu « Hey, c'est cool vos belles implications, les jeunes, mais ça vaut quoi si vous n'en êtes pas la jolie mascotte? » Oui. Les photos sont d'ailleurs très belles sur le site. Pour 2025, je nous souhaite un top 60 over 60 qui célèbre le monde, qui ont toujours payé leurs taxes et qui n'ont jamais complexé personne. Ah, des non-cancels. Des non-cancels, les gens qui font rien, du monde ordinaire, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une version locale de 30 Under? Bonne question, je sais pas. C'est sûr qu'il y a des versions genre de jeunes entrepreneurs québécois célébrés chaque année, c'est sûr, là. C'est pas... j'ai pas les noms sous la main. Est-ce que c'est toujours des entrepreneurs dans cette liste-là ou c'est juste des gens qui... ils vont aller loin? Oui, c'est ça. C'est pas juste des entrepreneurs, mais c'est très populaire dans le monde de l'entrepreneuriat, mais ben, c'est parce que c'est souvent des gens qui finissent par être entrepreneurs, genre des podcasteurs. Puis là, leur podcast, ça devient leur business. Puis là, bon. Mais non, c'est vraiment dans tous les domaines. OK. Mais
c'est ça, je me disais, crime, je pense qu'on a peut-être poussé le fake it till you make it un peu trop loin, là, genre littéralement fake it. Fake it, genre fake it, genre Elizabeth fraude. Holmes, elle a fake it till she didn't make it, là, Ben, mais... c'est ça. Puis ça fait que nos modèles, puis les gens à qui on se compare, puis la compétition pour notre génération est un peu inatteignable parce qu'on sait même pas si c'est faisable pour vrai, ce qu'ils font. C'est comme impossible de rivaliser contre ces personnes-là qui sont aisées, qui sont privilégiées, qui sont belles souvent, là. Hey, pour vrai, tu vas sur ce site-là, puis on dirait, genre le site de Victoria's Secret, là, toutes les filles sont tellement belles. Oui, comme moi aussi, je les aurais financées, là. Voilà, bien Oui. sûr. Puis on connaît tous les billets envers le pretty privilege. Fait que, je sais pas, je trouve que ça fétichise un peu la notion de succès, puis que ça nous crée des espèces de, c'est ça, des modèles inatteignables. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce que, justement, l'histoire de Elizabeth Holmes, là, ce que j'avais compris en écoutant plusieurs podcasts sur cette histoire et regardant tous les documentaires quand j'avais dig deep, c'était le fait que dans la Silicon Valley ou quand tu lances des startups, en tech surtout, pour avoir de l'investissement, il faut souvent que tu mentes un peu puis que tu donnes l'impression à tes investisseurs que ton produit est rendu peut-être un peu plus loin qu'il l'est réellement quand tu es dans le stade de recherche-développement. Hey, on t'apprend ça dans les écoles de commerce, là. Ben c'est ça. Donc, j'ai l'impression que elle a pris ça au mot, ce que tout le monde fait, mais elle a juste pas réussi à développer finalement son produit parce qu'elle avait peut-être pas les connaissances scientifiques nécessaires. En tout cas, il y avait, je pense, plein de fails, mais en gros, on la blâme pour quelque chose que tout le monde a fait. C'est juste qu'elle, elle s'est faite pogner. C'est ça, ben vraiment. Puis peut-être si on y avait laissé 1 ou 2 années de plus, peut-être que sa technologie elle aurait été au point, puis peut-être que ce grand scandale-là aurait jamais éclaté, là. Oui, c'est ça. On le sait pas. Le problème aussi, c'est que ça jouait sur la santé des gens. Ça me fait peur, le 30 under 30. Est-ce que toi, tu as l'impression que, vu que toi, tu n'as pas 30 ans encore, là, est-ce que tu as des objectifs avant d'avoir 30 ans que tu aimerais accomplir puis tu as peur de ne pas réussir, mettons? Tu vois, c'est une bonne question. J'allais te poser la même. Mais je pense... Non, pas vraiment. En fait, je pense que si tu m'avais posé cette question-là il y a 2-3 ans, je t'aurais dit « Ouf! » Je me sentais vraiment pas à bonne place. J'étais comme dans un milieu professionnel que j'aimais pas trop. J'étais comme... Ça m'aurait stressé de passer le cap des 30 ans puis de me dire « Wow, je pense que je suis set for life avec cette job-là. » Ouais. Mais maintenant que je fais ce que j'aime, ben non, genre, ça me stresse pas vraiment mon âge maintenant, on dirait. Moi non plus. Toi, t'avais-tu des objectifs avant 30 ans? Moi, pour vrai, là, j'ai accouché comme 5 jours après avoir eu 30 ans. Aïe. Fait qu'on dirait que là, je voulais avoir un enfant, fonder une famille. Ben là, j'étais vraiment sur le X à ce niveau-là. Mais tu vois, je voulais finir mon permis de conduire puis je l'ai jamais fini. Je ne peux toujours pas conduire seule. C'est la chose la plus montréalaise que j'ai jamais dit. Je sais, c'est dans mes objectifs, ça, puis finir mon certificat en études féministes, puis je suis en train de le finir. Là. Fait que c'est pas trop grave. Je pense que j'aurais voulu faire ma maîtrise, mais à un moment donné, tu réalises que, comme tu dis, c'est pas tant que t'es bien, les objectifs, après, c'est pas tant important. Surtout en chiffres. Là. Puis je trouve que ça nous distrait un peu des affaires vraiment importantes, ces objectifs-là, puis ces barèmes qu'on se met. Parce que, au final, pour vrai, c'est pas grave que tu l'aies pas terminé, ton programme en études féministes. Ben, c'est un peu grave que je conduise pas, là, je sais, c'est un souci, OK? Je suis consciente de ça, je suis passenger princess forever, mais it is what it is. Très assumé, j'ai pas l'impression que ça te pose vraiment problème. Peut-être pas mes 40 ans. Ben non, c'est parce que je me fais conduire partout. Mais c'est ça. Ça t'arrange, à la limite, ça t'arrange. Oui, c'est ça. Et, c'est-tu le moment où on invite notre collègue? Oui, pour Antonia! Ton travail. Cette semaine, on invite Antonia, notre collègue journaliste, qui s'est penchée sur la tendance des jeunes qui boivent moins ou qui boivent plus. C'est dans le micromag Urbania dans fin de semaine. Vous irez voir ça si vous ne l'avez pas déjà vu. Allô, Antonia. Antonia dirige la portion période libre de Urbania qui s'adresse aux jeunes étudiants et étudiantes. Oui, les jeunes 18-24. Ah, les jeunes universitaires, quoi. Exact. Plus nous depuis longtemps. Ah, c'est la première fois qu'on était sur le podcast, Anto, c'est trop cool. Je suis bienvenue. Merci. Ben, peux-tu nous parler un peu du micromag? En quoi ça consiste ton reportage? Puis c'était ton premier. Bravo. Oui. Dans le fond, c'est ça. C'est qu'on a remarqué qu'il y a comme un mouvement qui se crée, que les jeunes consomment moins d'alcool. Puis là, on s'est intéressé à ce mouvement-là, puis on voulait savoir si c'était vrai. Parce que dans le fond, il y a des études qui démontrent ça. On voulait justement donner la parole à des jeunes pour voir, eux, comment est-ce que ça se concrétise dans leur quotidien. Puis toi, as-tu découvert des affaires qui t'ont surprise ou que tu savais pas en faisant ton reportage? Parce que je sais que tu as parlé à beaucoup d'experts. Oui,
on a parlé avec des experts, puis un truc, on dirait que je savais, mais que ça l'a comme confirmé, c'est vraiment l'aspect de comme l'image qu'on projette, genre, puis comme l'impact que le fait qu'on ait grandi, mettons, avec les réseaux sociaux, que maintenant, c'est comme une peur, tu sais, d'être dans un contexte social, puis, mettons, de trop boire, puis de perdre le contrôle, puis que quelqu'un nous prenne en photo, puis poste ça, mettons, sur les réseaux sociaux. La cancel culture. Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment genre cette envie d'avoir comme un contrôle vraiment sur notre image, puis la façon dont on est présenté, mettons, sur les réseaux sociaux. Puis comme quoi, ça, ce serait une motivation pour moins boire et finalement pour avoir un meilleur contrôle de notre image. Je trouve ça triste. On dirait que je trouve que c'est pas une bonne motivation pour arrêter de Non, boire. c'est ça. Je sais, mais en même temps, c'est que c'est tellement... on a tellement grandi avec ça, que, tu sais, c'est que depuis que, mettons, tu sais, au secondaire et tout, on grandit avec les réseaux sociaux. Tu sais, mettons, moi, je le savais, mais on dirait que ça l'a comme confirmé de dire que c'est présent pour autant de jeunes, là. Puis, c'est pas intéressant. toi, en tant que jeune, là. Oui, c'est moi, quoi en tant ton que rapport? jeune, en tant que représentante. T'as quel âge, tantôt? J'ai 23. OK. Mais fait que t'es dans la tranche d'âge. C'est quoi, toi, ton rapport à l'alcool? Toi, t'as-tu peur d'être prise en photo saoule sur TikTok, genre? En vidéo, excusez. Ben, on dirait que c'est pas tant... C'est comme la peur n'est pas formulée de cette façon-là dans ma tête, mais c'est sûr que c'est une peur de pas avoir le contrôle. Ouais. Tu sais, mettons, classique, quand t'arrives à l'Uni, tu fais un peu comme un ménage de tes réseaux sociaux, là, tu sais, parce que tu vas rencontrer des nouvelles personnes. Oui, qui vont t'ajouter sur Instagram. Exactement. Ouais. Tu sais, tu veux comme faire un petit ménage de ton image. Puis même moi, j'ai eu un peu ce genre de réalisation de comme, oh mon Dieu, voir les trucs que je mettais, mettons, moi, sur les réseaux sociaux à genre 12-13 ans. Ouais. Puis, tu sais, de dire que c'est ça, là, cette peur de pas avoir le contrôle au final. Ouais. Mais je pense que, tu sais, nous aussi, on l'a un peu parce que moi, je me souviens que quand j'étais, genre, au cégep, mettons, il y avait des gens qui faisaient encore des albums photos Facebook, là. Ça démontre mon âge, mais, tu sais, de party, là. Puis après, moi aussi, à un moment donné, j'ai vieilli, puis j'allais tout supprimer ça parce qu'il y avait des gens qui m'ajoutaient pour le travail sur Facebook, c'est puis ça. je voulais pas qu'ils voient, genre, moi, saoul à 17 ans, là. 100%. Ah, moi, je trouve ça tellement, justement, rafraîchissant de tomber sur des profils Instagram ou Facebook de personnes qui ont toutes gardé ces affaires-là puis qui sont comme « whatever », genre... Ça rend ça plus humain, Ben puis oui. comme juste... On en fait toutes des affaires de même, puis c'est Ça fait comme... du bien. C'est normal. Mais Ben, tu sais, en même vraiment. temps, on est tellement sensibilisés par rapport à ça depuis... tu sais, moi, je me rappelle le nombre de conférences qu'on a eu, mettons, au secondaire, au cégep, sur comme... Il faut faire attention de qu'est-ce qu'on La met sur les drogue. réseaux sociaux, Ah oui. tu sais, de comment les gens vont nous percevoir si on met tel type de contenu versus autre type de contenu. Tu sais, c'est quand même une réflexion qu'on a depuis longtemps. Là, C'est tu sais. vrai. Nous autres, on se demandait si... On en parlait, c'est ça, tantôt avant l'enregistrement, puis on était genre « Hey, c'est-tu une mode d'arrêter de boire ou c'est vraiment fini? » Genre, tu sais, des fois, il y a des tendances comme ça qui viennent, puis... tu sais, la vape aussi, on peut se demander si c'est juste quelque chose qui va être temporaire. Mais toi, avec tes grandes analyses et ce reportage, Mes t'as-tu grandes l'impression analyses. que c'est quelque chose qui va rester ou que c'est juste comme une mode passagère? Ben, on avait posé la question justement dans le micromag à un des experts, cette Ouais. question-là de savoir justement est-ce que c'est un effet comme de génération ou est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Puis, ben, je pense que en général, le fait que notre génération, on boit moins, ça fait que la société en général peut-être remet en question ses habitudes de consommation puis la place de l'alcool. Fait que moi, j'ai envie de dire que c'est peut-être comme une réflexion qui commence, qui va peut-être influencer au final toutes les générations, toutes les tranches d'âge à se poser cette question-là, puis à moins normaliser aussi les effets de l'alcool. Tu sais. Oui, c'est ça. J'adore ça quand les jeunes donnent une bonne leçon aux vieux. Oui. Ben, on boit On aime moins. faire Genre, je pense que c'est comme ma dernière réflexion, là, mais moi, comment ma mère et mon père m'en parlaient, c'est comme leurs parents buvaient bien plus que mes parents ont bu, mettons, tu sais, étaient bien plus tôt au party de Noël, puis tombaient dans le sapin, tu sais, on fait nos parents n'ont pas fait ça. En tout cas, moi, quand j'étais jeune, c'était pas ça mes parties de Noël, fait que je pense que c'est peut-être de génération en génération. On prend plus soin de soi. Ben, je pense que c'est vraiment comme un work in progress de comme d'année en année, c'est comme de moins en moins tabou de parler de ça. D'année en année, on est de plus en plus sensibilisés aux effets de l'alcool, aux effets des substances. Mais je pense aussi qu'on est peut-être juste plus au courant des effets puis des impacts de l'alcool sur nous-mêmes, puis ce qui fait qu'on prend ce genre de décision-là au final, tu sais. Tellement. Bravo les jeunes. Bravo les et jeunes. moi, les jeunes. qui suis pas si jeune que ça, mais qui suis sobre. Bravo mentionné. Florence. Bravo. OK, ben c'est tout le temps qu'on avait en tour. Merci. Ben, Merci d'avoir beaucoup. été là. Bye bye. Je reste encore ici, OK, cette OK. semaine pour nos contenus enregistrés dans Oh. nos téléphones. My God, je suis vraiment excitée pour le mien. Je peux-tu commencer? Je commence parce que, comme d'habitude, je suis un peu Il est très loin. à la bourre. C'est ça qu'on dit?
mon contenu enregistré de cette semaine sort tout droit de mon rabbit hole préféré, Tube Takes. J'ai aucune idée c'est quoi. En fait, je suis sûre que tu connais, mais que tu sais juste pas que ça s'appelle de même. C'est un gars qui se promène dans le métro de New York et qui pose une seule question. Il dit « What's your take? » Genre, quelle est ton opinion? Puis ils ont leur petit micro sur le... Sur la carte de métro. Oui, sur la carte de métro. J'adore. Et là, cette semaine, il y en est sorti un que j'ai beaucoup aimé. On en a parlé dernièrement au bureau. Je fais écouter ça. OK. It is okay to be the personality hire. Everyone's always like, oh, they're not qualified. We don't need a personality hire. But actually, you do. You don't need talent. No, that person is the one stopping everyone in the office from feeling themselves. Okay? Bref, cette fille-là explique en gros que les personality hire, on devrait pas les sous-estimer, qu'ils sont très importants, puis que la vie de bureau, c'est genre vraiment essentiel pour la santé mentale des employés. Puis je peux pas être plus d'accord. Puis tout est bon, là. Genre, chaque épisode est excellent. C'est vrai, c'est bon. Puis je veux dire, les personality hire, là, c'est pas des gens qui ont pas de talent, c'est juste des gens qui amènent de la vie dans le bureau. Puis... Genre, ils sont fins, ils sont drôles et ils sont talentueux. Oui, on peut-tu arrêter? On n'est pas ces gens-là. Non, on amène autre chose dans le bureau, tu sais. On a d'autres qualités. On a d'autres qualités. Et moi, ça fait des semaines, Flo, que je repousse le moment de te parler de l'auteur, compositeur, interprète et propriétaire d'un salon de barbier, David Pinault. Ah, ça va être cave, ton affaire, ah, oui. sûr. David Pinault se qualifie de maudit fou sur son compte Instagram. Il y a plusieurs extraits savoureux. J'étais incapable de choisir, mais là, récemment, il a sorti une toune de Noël. Et, écoute, ça vaut l'écoute. Il a été la performer récemment à Énergie, là, la radio. Oh, yeah. OK. Es-tu prête? Ça s'appelle Maman Noël et ses grelots. Oui. Noël! Non, mais c'est parti, David Pinault avec nous sur Énergie. Avec ses gros lots. Je vais l'avancer, OK. Les gros lots pensent que je serais heureux cette année. C'est le temps des fêtes, oui, j'aime la magie. Mais pas les maudites tonnes qui jouent dans les épiceries. J'espère que c'est ma maman Noël qui va apporter les jouets. Avec ses gros lots pensent que je serais heureux. Maman Noël avec ses gros lolos. Je veux dire qu'il performe aussi cette chanson-là avec son bébé assis sur lui. Assis sur un skidoo. Est-ce vraiment cave ou il est pas cave? On dirait que je comprends pas son personnage. Ben, je sais pas si je veux pas l'insulter puis dire cave, mais il est sérieux dans sa démarche. Comme il trouve ça drôle, mais ses chansons, c'est un peu ça. De parler gros lolo, c'est de parler gros lolo, puis il est comme hihi, c'est drôle. OK. Ouais. Ben, on va suivre ça. Ouais. Avec beaucoup d'intérêt pendant le temps des fêtes. Ben, c'est la chanson de l'année. C'est le hit du temps des fêtes. Prédiction 2025. C'était ça pour aujourd'hui. Merci Gab, merci Anto d'avoir été là. Si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne jamais rater un épisode. Puis pour plus de conversations éclairantes, d'histoires surprenantes et de rencontres extraordinaires, abonnez-vous au Micromag Urbania. C'était Flo et Gab. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.